Mesdames, Messieurs, nous avons une petite coupure de son. Et donc c'est interlude. Avec le petit train d'interlude. Donc pour ceux qui... Ça marche? Donc pour ceux qui... veuillez nous excuser, donc c'était interlude. Voilà. Donc nous reprenons la diffusion normale en direct du conseil municipal. Donc nous n'avons pas pris de décision qui pourrait être invalidée. Nous sommes simplement à la présentation de M. Fabre de son projet de création d'entreprise de traitement des végétaux verts. M. Fabre, vous avez la parole à nouveau pour recommencer votre petite explication. Gros bonjour. Donc je m'appelle Valentin Fabre, j'habite sur la commune d'Evans, j'ai 23 ans. Ça fait 3 ans que je suis installé à mon compte donc dans l'espace vert et la vente de bois de chauffage sur la région. Donc j'ai pour projet, pour début mai, de créer une déchetterie verte avec un centre de recyclage. Déchetterie verte située sur Saint-Paul-le-Jeune et le centre de tri sur la Blachère. Donc avec une ouverture de 3 jours par semaine, avec quelqu'un donc toujours sur les lieux pour s'occuper de l'accueil des clients, pour trier les déchets, et ainsi que voilà. Donc après on aura un système de recyclage tous les jours qui sera fait sur la déchetterie. D'un côté feuilles, tout ce qui est feuillus, et d'un côté branches pour se transformer en copeaux de bois. Et tout ça, donc ça sera évacué sur le centre de tri de la Blachère pour éviter de trop stocker donc, sur la zone de déchetterie à Saint-Paul. Donc aussi, comme ça sera une entreprise à mon nom, ça sera une entrée payante de 2 €. Donc ça marchera en fait avec ticket, donc 20 € un carnet de 10 entrées pour l'année, quoi. Tout ce qui est donc le déchargement des déchets verts, ça sera fait par un employé. Vous n'aurez rien à faire, rien à vider. Il n'y a pas de limite de cubage, c'est-à-dire on pouvait venir avec n'importe quel cubage dans la journée. C'est ouvert à tout le monde, collectivité, mairie, enfin tout le monde, particulier. Donc tous les déchets acceptés sont les feuilles, branchages, herbes de tonte, écorces, résidus, troncs, racines, souches. Et bien sûr, donc les déchets non acceptés, ça sera le plastique, papier, gravat, bois traité, verre, etc., quoi. Ça sera que pour les déchets verts. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Donc pourquoi je dois lancer ce projet, c'est justement pour donc désengorger les déchetteries vertes communales. Je sais qu'elles sont pas mal prises aux périodes de taille. Et bon, il n'y a pas assez de jours d'ouverture pour moi. Et je sais qu'il y a une limite de cubage à respecter. Aussi pour la réduction d'incendie, bien sûr. Création d'emplois. Et surtout pour les ouvertures à tout le monde, quoi, professionnels, collectivités et particuliers. Également aussi une réduction des déchargements des résidus verts sur des zones inadaptées voire sauvages, sur des lieux dans la forêt, publique ou un peu n'importe où. Voilà, quoi, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. C'est déjà pas mal. Je peux vous faire passer le projet si vous voulez. Oui. Y a-t-il des questions de la part des membres du conseil municipal concernant ce projet particulier? Oui. Le micro. Voilà. Alors. Oui, alors Thierry Laurent, des questions? Bonjour, j'avais une question concernant le compost et les copeaux. Ça sera sur quel site? Oui. Sur le site de la Blachère. D'accord. Et il y aura un dépôt pour de compost et il y aura un dépôt sur Saint-Paul. D'accord. Donc il y aura 2 dépôts, donc un dépôt pour tout ce qui est déchets verts sur la commune de Saint-Paul-le-Jeune, la déchetterie, quoi.
Et tout ce qui sera collecté, ça sera sur le centre de tri à La Blachère. Bon, il y aura toujours un petit stock quand même sur le dépôt de Saint-Paul-le-Jeune pour les gens qui amènent leurs résidus, quoi. D'accord. Et Monsieur Fabre, donc ça veut dire que je suis un particulier, je peux donc couper les branches, me rendre donc sur la plateforme, je rentre, ça me coûte 2 € avec un ticket. Vous me déchargez mon chargement, c'est le cas de le dire, et une fois que ce chargement est déchargé, donc si on résume, vous broyez sur place. C'est ça. Vous broyez sur place et donc et puis une partie de votre stock, vous allez l'amener sur la Blachère. Exactement, voilà. Voilà. Il y aura toujours un petit peu de stock quand même pour les habitants de Saint-Paul-le-Jeune. D'accord. Mais sinon, principalement, ça sera tout sur la Blachère. D'accord. Donc ce stock de broyat ou de compost, vous le vendrez. Exactement, voilà. D'accord. Voilà. Donc nous en avons parlé en réunion de travail avec toute l'équipe. On a noté un fort intéressement de l'équipe à ce projet. Hein, c'est-à-dire que nous, on trouve que c'est une bonne solution pour nous parce que actuellement, cette déchetterie n'a pas de fin en soi et n'est pas gérable pour nous. Voilà. Donc, on n'a pas prévu de voter aujourd'hui sur une éventuelle convention. On le fera au prochain conseil municipal du mois d'avril, début avril, parce qu'il faut laisser à M. Fabre la possibilité de développer tout ça. Moi, ce que je vous proposerai, c'est, je vous le dis, enfin, à ce jour, on en reparlera, mais je pense qu'on pourrait faire une convention d'utilisation à titre gratuit de l'espace pour lancer un petit peu son entreprise et pour le soutenir dans son projet, parce que je crois que la commune de Saint-Paul a tout à y gagner à ce que cet endroit soit traité convenablement et qu'on réduise le nombre de dépôts sauvages, parce qu'on sait que si ce n'est pas ouvert un mercredi, si on oublie, on retrouve un tas de végétaux devant la porte. Voilà. Donc je pense que si 2 €, c'est cher sans lettres, hein, il faut que l'entreprise puisse fonctionner. Et je crois qu'après, si les gens ne veulent pas payer, ben à ce moment-là, c'est Barjac ou c'est les Vence. Voilà. Donc, Monsieur Fabre, vous voulez rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Voilà. Bon, écoutez, voilà, je pense qu'après, il y aura des questions des internautes, peut-être à la fin, qui poseront des questions. Voilà, donc c'est l'idée que nous avons, M. Fabre, c'est donc au prochain conseil municipal, je demanderai au conseil municipal l'autorisation de signer une convention avec vous, et ça sera, je pense qu'on va faire pour un an renouvelable, hein, pour se donner un petit peu d'aisance pour vous, avec l'idée de faire à titre gratuit pour vous permettre de vous développer. D'accord, merci. Voilà. Je vous remercie. Je vais juste rajouter, parce qu'en fait, pour les gens qui amènent donc leurs déchets, tout ce qui sera donc traité, enfin transformé en copeaux ou en compost, ça sera bien sûr gratuit. Les déchets que vous amenez sont recyclés, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Bien, Monsieur Fabre, vous pouvez donc nous laisser. On vous remercie de votre présentation. Voilà. Bien, nous allons passer au point qui va nous occuper un certain temps. Alors, nous allons examiner 3 comptes administratifs. Le budget. Alors, voilà. Oui, oui. Voilà, je rappelle que nous avons eu une coupure en début de conseil municipal et que le nombre de membres présents est donc de 10, avec 4 procurations. Daniel a donné procuration à Joanne, David a donné procuration à Jean-Luc, Jean a donné procuration à Thierry Boyerisna et Julien à Cathy. Donc, lorsque nous votons, nous sommes 14. Voilà, donc sur le compte administratif de la commune, de l'eau, assainissement et de la médiathèque, on va procéder un petit peu de la même façon. On a travaillé sur ces comptes administratifs en réunion de travail, donc on va aller à l'essentiel. Et je vous rappelle que le but de l'opération, c'est à un moment donné, c'est d'affecter les résultats de l'exercice. Donc je vous propose, alors tout le monde a eu les documents, on va quand même faire une petite synthèse et puis on répondra aux questions pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc vous reprenez dans un premier temps les documents concernant la commune. D'accord? On commence par la commune. Vous avez donc un document de synthèse de la commune. Tout le monde là, ce document, c'est celui-là, qui est la première page de votre... voilà. D'accord? Voilà. Donc, ce document,
c'est un petit peu la synthèse entre ce qu'on avait prévu au budget et ce que nous avons dépensé réellement. Donc si on regarde un petit peu le résumé, en termes de fonctionnement, je vous rappelle que nous avons des recettes de fonctionnement et on a un excédent reporté du compte administratif de l'année d'avant. C'est ce que nous allons voter pour le prochain budget. En tout cas, l'année dernière, nous avions un excédent de fonctionnement de 168 427,73 €. D'accord? Donc ça, c'était les recettes. Et quand on regarde ce que nous avons dépensé cette année, nous avons dépensé 923 129,99 €. Et nous avions aussi comme recette 952 893,49 €. Vous faites le total de tout ça, ça nous fait 1 121 321,22 €. Et par rapport aux dépenses, vous avez un résultat de clôture de l'investissement. C'est la même opération. Vous avez du déficit qui a été reporté de 83 931,72. Vous avez les opérations de l'exercice de 179 469,07. Total 263 479. De l'autre côté, vous avez les recettes d'investissement 211 898,77. Vous faites l'opération entre dépenses et recettes et vous avez donc un résultat de clôture de besoin de financement de 51 502,02. Voilà. Et après, sur le côté, vous avez l'ensemble. Quand vous descendez dans le tableau qui est dessous, on reporte, on a besoin de 51 502,02 €. D'accord? Et après, dans le détail, vous passez le tableau suivant dans les restes à réaliser. Dans les restes à réaliser, on a un investissement des recettes et des dépenses. Et nous avons également un besoin de financement de 13 873 €. Quand vous prenez ces 51 000 et ces 13 000, vous les rajoutez, ça fait 63 375,02 €. Voilà. Et donc, 65 000, excusez-moi, 375,02 € qu'il faudra donc reporter au compte 1068 en investissement. Et on aura 51 502,02 déficit reporté au compte 001. Par contre, on va laisser un excédent de fonctionnement qui sera de 132 816,21 €. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu que par rapport au compte administratif de la dernière fois, on va laisser un excédent de fonctionnement. Au lieu de laisser la dernière fois 168 427,73, nous allons laisser 132 816,21 €. Alors, bien sûr, on a le détail de toutes les opérations détaillées, investissement, fonctionnement, mais je voudrais que vous preniez le résumé qu'on avait fait sous forme de tableau Excel. Vous savez, c'est celui-là. Voilà, qui nous en dit un petit peu plus sur notre vision à long terme de nos finances. Voilà. Et après, je laisserai la parole à Thierry qui nous parlera un petit peu sous forme de diagramme, un petit peu une explication un peu différente, mais qui revient à la même chose, mais en tout cas qui permet de voir un peu les choses autrement. Voilà. Sur ce tableau que vous avez vu sous forme Excel, on en a parlé l'autre jour longuement, on a essayé de mettre des chiffres qu'on va suivre pendant nos 6 années de mandat pour savoir un petit peu comment ça évolue. Voilà. Donc, ce qu'il faut quand même regarder, c'est chaque fois qu'on fait un compte administratif, on laisse une somme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on va reporter en excédent de fonctionnement. Voilà. Parce qu'il faut dégager un excédent de fonctionnement pour pouvoir alimenter l'investissement qui nous permet de faire des projets, mais aussi de réduire notre dette. Parce qu'on a des emprunts, donc on a des dettes. Voilà. Donc, il faut arriver à dégager tout ça. Mais on voit que ça baisse, cet excédent. Voilà. On prévoit toujours dans un budget alors un chapitre ou un compte dans lequel on met des dépenses imprévues de fonctionnement. D'accord? Cette année, au budget, on avait mis 33 000 €. On verra combien on peut mettre l'année prochaine en dépenses imprévues de fonctionnement. Mais on n'en est pas encore au budget. Simplement, je voudrais revenir sur notre marge de manœuvre pour dégager un excédent de fonctionnement. On a une solution simple. Ça serait d'augmenter les impôts. Voilà. Alors, faut-il augmenter les impôts? Ça a été un des débats de la dernière fois que nous avons eu ensemble concernant une éventuelle augmentation de ces impôts.
Ce n'est pas l'option que nous avons choisie la dernière fois lorsqu'on a discuté, parce que nous avons des taux sur la taxe foncière bâtie et non bâtie qui sont quand même relativement élevés. Hein. Donc c'est 19,28% sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti c'est 82,45 euros. 45%, excusez-moi. Voilà. Donc on s'est dit que ce n'était pas forcément la solution d'augmenter ces bases. Par contre, on en avait parlé la dernière fois, on va essayer de dégager un excédent de fonctionnement en travaillant sur les bases d'imposition. Alors, c'est quoi les bases d'imposition? C'est un peu comment est calculée la valeur locative de votre bien. Voilà. On sait que les maisons récentes ou des années 80 ont une base d'imposition qui est à peu près correcte, puisque les permis sont récents, et lorsque les services de l'État calculent la base d'imposition, elle est à peu près d'aplomb. Voilà, elle est à peu près équitable. Par contre, ce que nous savons, et nous ne sommes pas la seule commune, c'est qu'on sait que des maisons anciennes ont subi ou des travaux importants ont été faits, et quelquefois, il n'y a pas eu une revalorisation de la base fiscale, de la base d'imposition. Donc l'idée, c'est d'ici le mois de juin de travailler avec un logiciel spécifique et de revoir les bases fiscales des maisons de Saint-Paul-le-Jeune. Voilà. Je vais laisser sur ce point Thierry intervenir. On le fera tous les deux. Alors après, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons décider tout seuls en disant « Ah ben tiens, cette maison, on pense qu'elle a une valeur locative plus importante, donc on va la coter 5, 6. » Il faut quand même qu'il y ait de la lisibilité sur ce qu'on fait et que ça soit équitable. On a pensé que c'était plus équitable d'augmenter la base fiscale des maisons plutôt que d'augmenter le taux. Voilà. Et il me semble que Thierry, quand il a travaillé là-dessus, on pouvait dégager une somme d'argent assez conséquente sur le budget, hein, qui était donc tu nous avais dit en réunion, c'était à peu près jusqu'à 60 000 euros. Oui. Voilà, 60 000 euros. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Voilà. Alors, avant de passer à une version des diagrammes, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Pourquoi on n'a pas dégagé autant que d'habitude? Enfin, il y a la conjoncture qui fait qu'on a un peu moins encaissé de recettes de fonctionnement et on a un peu plus dépensé. Donc, si on encaisse moins de recettes de fonctionnement et on dépense un peu plus en fonctionnement, je parle, ben, le delta se réduit et forcément, on a dégagé moins d'excédent de fonctionnement. Alors, je vous donne quelques exemples. Les recettes en moins, c'est qu'on a moins eu de rentrée d'argent sur les locations de salles, sur les redevances sur l'occupation de marché, les terrasses, puisqu'on a fait des remises de principe sur beaucoup de choses. Donc, du coup, on a dégagé une moins-value de 15 000 euros. Voilà. On a essayé de réguler un petit peu le budget de l'eau par rapport au budget de la commune, et on avait essayé de bien séparer les charges dues au personnel, et on avait effectivement, on a bien calculé la masse salariale du service de l'eau, et que peut-être il faudra réimputer l'année prochaine dans le budget quelque chose d'un peu plus équitable. Voilà, donc c'est 12 000 euros. Donc du coup, on a un manque de recettes de à peu près 27 000 euros. Après, dans les dépenses de fonctionnement supplémentaires, ça peut aller jusqu'à 84 000 euros. On a eu beaucoup de maintenance, on a eu beaucoup de fournitures d'entretien Covid, on a eu une part importante, puisque ça avait été décidé dans l'ancien mandat, d'électrifier le cabanon des chasseurs. Ça nous a coûté 20 000 euros. Voilà. On a fait beaucoup de réfections de cantine. Alors, ça a été prévu avant qu'on soit élu, mais c'est fait, ça a été fait dans l'année 2020. Réfection cantine, bureau de l'école, de la maternelle, le cabinet médical. Voilà, beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément prévues au budget. Donc, tout en fonctionnement, ça nous a coûté un petit peu plus. Et puis, on a eu aussi d'emplois de saisonniers cet été, parce qu'on devait faire face
à une conjoncture, on va dire comme ça, et dans lequel on avait employé des contrats saisonniers pour tenir à la fois le secrétariat et pour renforcer l'équipe de terrain sur le côté entretien. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, ça nous a un petit peu plombé notre excédent de fonctionnement. Donc, nous avons vu à ce sujet le percepteur, hein, qui nous a donné des pistes, notamment celle de la base des impositions, et puis aussi, quand on fait le budget, d'être un peu plus draconien dans nos dépenses, voilà, parce que moins on dépense en fonctionnement, plus on dégagera de l'investissement. Et en investissement, c'est pareil, il faudra aussi ne pas avoir des projets faramineux, en tout cas l'année prochaine, rester prudent sur nos dépenses, parce que nous avons le projet de salle des fêtes, certes, et puis après, on s'est dit que peut-être on aurait l'aménagement du cœur de village, qui serait peut-être un des projets phares aussi de notre mandat. Voilà, je voudrais laisser la parole à Thierry, qui pourra nous donner un petit peu de précision sur une autre vision du compte administratif sous forme de graphique. Cela. Donc Thierry, tu pourrais nous parler un petit peu de cette vision un petit peu autre des dépenses de fonctionnement et des recettes. Oui, tout à fait. Donc en ce qui concerne les recettes, en fait, il y a deux gros postes qui sont en évidence, c'est les impôts et taxes, mais également la dotation et subventions. Donc ça, c'est des deux gros postes qui sont pas réguliers. Ensuite, location d'immeubles, qui est quand même aussi intéressant. L'excédent de fonctionnement reporté, cette année, en 2020, il était de 168 000 euros 427. L'an prochain, il sera légèrement moins. Donc le camembert sera un peu plus petit. Par contre, l'atténuation des charges devrait être légèrement supérieure, parce qu'en fait, c'est les remboursements des rémunérations des emprunts. Et voilà. Après, produits des services, domaine des ventes, c'est les coupes de bois et ainsi de suite. Ça va pas beaucoup bouger. Voilà pour les recettes. Vous avez des questions? En ce qui concerne le personnel et les frais assimilés, hein. Donc ça, on n'y coupe pas, ça a toujours été et ça restera. L'autre grosse dépense, c'est la partie entretien, achat, c'est du fonctionnement, hein, tout simplement, mairie et autres, les assurances, etc. Après, l'autre dépense qui est relativement importante, de 164 000, c'est les indemnités des élus, le SDIS, les contributions de fonds de compensation, les charges territoriales et puis les subventions qui seront au CCAS, à la médiathèque et ainsi de suite. Et il y a une toute petite, un petit camembert là qui est quand même aussi un petit peu important, de 47 000, qui est l'atténuation de produits. En fait, c'est sous forme de fonds national de garantie. Donc il y a certaines communes qui les payent, il y a d'autres qui ne les payent pas. Et nous, on fait partie des communes qui les payent. Alors, pour compléter ce que dit Thierry, on avait regardé en commission de travail les charges de personnel. Donc on avait fait un essai, enfin on avait regardé un petit peu, on se disait au fond, est-ce que nos charges de personnel sont extrêmement importantes, ou est-ce qu'on est dans une strate qui correspond à notre type oui. de commune, avec le nombre d'habitants, etc. On s'est aperçu qu'on était dans la strate, en fait, voilà, et que, voilà, par rapport aux services que nous rendons à la population, tout ça a un coût, forcément, hein, et donc, voilà, donc on pourrait penser qu'il faut les réduire, ces charges de personnel, hein. Peut-être qu'il faut mieux ajuster avec le budget de l'eau, peut-être que si on ramène un petit peu, on pourra diminuer un petit peu ça, mais bon, voilà. On est à 49,58% charge de frais de personnel. Voilà, on est dans la strate qui correspond à notre type de village, quoi, hein, de nombre de population. Thierry, autre chose à rajouter? Non, moi j'ai rien d'autre à rajouter sur le budget communal. D'accord. Y a-t-il des questions? Alors,
on va procéder un petit peu de la même façon. On fera les votes après. Je vous propose qu'on les fasse, tous les affectations, tout ça, sur les 3 tableaux, puisque je devrais sortir pour ça. Je vous propose qu'on regarde le budget de l'eau, qui est construit de la même façon. Voilà, ce budget de l'eau, il est construit de la même façon. Et alors, voilà. Ce qu'il faut regarder dans le budget de l'eau, c'est le même fonctionnement, hein. Entre le budget et le compte administratif. Finalement, le compte administratif, c'est vraiment la réalité des recettes et des dépenses. Si on résume un petit peu nos dépenses de fonctionnement, on voit qu'au résultat de clôture, nous avons dégagé un excédent de fonctionnement de 11 539,66, de 14 097,79 euros. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est notre excédent de fonctionnement. Bon. Quand on regarde l'excédent de fonctionnement de l'année dernière, à la même époque, donc, on était de 11 739,66 euros. Donc on a fait mieux. 3 000 euros, c'est mieux, mais ce n'est pas extraordinaire. Voilà, c'est pas extraordinaire. Il faut dégager beaucoup plus d'excédent de fonctionnement pour pouvoir faire des investissements. Parce que c'est vrai que nous avons des investissements, nous avons un réseau d'eau et d'assainissement qui fonctionne très bien, mais il faut prévoir de dégager de l'excédent de fonctionnement. Donc, dans le tableau qui est simplifié, finalement, on voit qu'on a un excédent de recettes d'investissement. C'est normal parce que les travaux qu'on avait budgétisés, on va les faire que cette année. Donc, c'est pour ça qu'on a un excédent. Et lorsqu'on vous voterez le report des excédents d'investissement de 134 768,97, c'est parce qu'il y a des opérations que nous n'avons pas fait cette année, que nous allons reporter. Par contre, on va laisser l'excédent de fonctionnement de 14 097,19 en fonctionnement pour permettre de repartir. Et là, c'est pareil. Dans le fonctionnement l'année prochaine, nous serons extrêmement draconiens pour dégager encore plus d'excédents de fonctionnement. Voilà. À ce propos, lorsque nous aurons voté, on aura dans l'ordre du jour à reparler des tarifs de l'eau et l'assainissement. D'accord ? Ça sera l'objet d'un débat tout à l'heure où on reprendra un petit peu, mais voilà à peu près, on n'est pas en difficulté, mais on n'a pas d'excédent de fonctionnement suffisant sur le service de l'eau pour faire de l'investissement. Voilà. Alors, on a construit le même tableau que sur le budget communal, hein, c'est ce tableau-là que vous avez là, ici. Donc, il est simplifié. Et on va regarder justement comment évolue cet excédent de fonctionnement chaque fois que nous faisons un compte administratif sur les 6 ans qui s'écoulent. Et on verra bien si on arrive, en fonction des économies qu'on peut faire et en fonction des tarifs divers qu'on applique, pour savoir si on arrive à dégager un excédent de fonctionnement. Voilà. Donc ce tableau, il est simple. Après, dessous, je vous ai mis des prix comparatifs de l'eau et de l'assainissement sur nos communes et 2 syndicats. On va y revenir après. Je vous propose qu'on y revienne après, parce que ce n'est pas l'objet du débat du compte administratif. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors Thierry, même opération que tout à l'heure, tu nous as fait des diagrammes concernant les recettes de fonctionnement et les recettes et les dépenses de fonctionnement sur l'eau. Tu peux nous en dire quelques mots là-dessus? Oui, ben écoutez, de la même façon que pour le budget de la commune, il y a des camemberts, donc ils sont un peu plus simples puisqu'il y a moins de mouvements. Dans les recettes, eh bien, c'est la plus grosse part, c'est la vente de l'eau, bien évidemment. Et aussi, la deuxième partie, c'est l'opération d'ordre de transfert. En fait, c'est des subventions qui nous sont données par l'agence de l'eau, par le département, et ainsi de suite, et qui représentent une certaine somme. Voilà. Pour les recettes, pour les dépenses, eh bien, les dépenses, c'est les opérations qui sont mises en place. Et après, là, on voit opération d'ordre de transfert entre sections. En fait, c'est une partie comptable, c'est-à-dire qu'on prend dans le fonctionnement pour le mettre dans l'investissement. Et après, on le remet dans le fonctionnement. Ça permet d'avoir une souplesse.
Et c'est ce qui représente aussi une grosse partie des dépenses. Les charges à caractère général, bah, c'est pareil que pour la commune, hein, c'est tous les frais engagés lors de réparation, lors par exemple des fuites, eh ben, ça a un coût et ça rentre dedans. Les charges de frais de personnel également, bon, ben là il est moins important que l'an dernier. On a voulu faire une opération, on s'aperçoit que c'est peut-être pas judicieux, donc probablement qu'on reverra lors du budget à changer cette charge de personnel. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau mairie, Voilà. voilà. Des questions? Bon, c'est vrai que... Oui, Joanne? Oui, mais après, c'est vrai qu'il faut en faire une analyse hein, sur nos excédents de fonctionnement ne sont pas extraordinaires. Il y a Jean-Luc qui voudrait intervenir. Non, mais juste pour confirmer ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'autofinancement qui baisse sur l'eau, et tu dis on est excédentaire, on est mieux que l'année dernière, mais parce qu'on a fait des transferts de charges administratifs de l'eau vers le budget général. Donc si on avait laissé les charges de personnel à la même hauteur que l'année dernière, on serait à zéro. À zéro. Hein, voilà. Tout Donc la difficulté, c'est qu'effectivement, ce sont les excédents de fonctionnement de l'eau qui permettent les investissements. Or, on a besoin d'une eau de qualité. Il y a encore des travaux à faire, il y a encore des améliorations à faire, notamment sur les sables et la turbidité. Donc, il faut qu'on trouve des capacités. On ne peut pas, à un moment, garder le prix de l'eau au même tarif pendant 10 ans sans que ça ait un impact. En tout cas, les communes qui l'ont fait se retrouvent avec des... de partout, et que c'est le consommateur qui paye. D'accord. Merci Jean-Luc. Donc sur l'eau, on fera tout à l'heure le vote comme pour le budget de la commune. Il nous reste un troisième compte administratif qui est beaucoup plus simple, c'est celui de la médiathèque. Je vous rappelle que la médiathèque est un budget annexe de la commune. Alors il est très simple. Hein. Ce budget annexe ne fonctionne que par la subvention que la commune octroie à la médiathèque. D'accord. Ce budget de fonctionnement sert essentiellement à payer le salarié qui est sur la médiathèque, hein, voilà, qui travaille à 80%. Voilà. Donc l'année dernière, si vous regardez, c'est très simple, puisqu'on n'a pas d'investissement, hein, ou très peu en tout cas. On avait un excédent de fonctionnement reporté de 485,64 €. Et quand vous regardez le total en bas, ce que vous avez voté tout à l'heure, nous avons un excédent de fonctionnement reporté de 2843,90 €. Bon, c'est normal, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas fait, des activités qu'on n'a pas fait, donc du coup, ça a réduit. Alors, on verra bien quand on fait le budget si on reconduit la même somme ou si on s'adapte en réduisant cette somme parce qu'on aura un excédent reporté. L'important, c'est que la médiathèque elle puisse fonctionner et que si elle est porteuse de projets, elle puisse les faire. Mais voilà, donc il n'est pas nécessaire d'avoir d'excédent de fonctionnement extraordinaire sur la médiathèque, il faut que le fonctionne, c'est tout. Voilà. Les travaux, s'il y a des travaux d'investissement, c'est un bâtiment communal, c'est nous qui le faisons, quoi. Donc voilà. Ou à part acheter un ordinateur, mais enfin, bon. Pour l'instant, si vous voulez, voilà, on est sur une situation qui est stable. On a moins fait de fonctionnement cette année, parce que, vu les ouvertures, vu moins d'activités, on a généré moins d'activités avec des prestations extérieures. Voilà. Et pourtant, quand on avait fait le budget, on avait dit on a une politique volontariste, on met un petit peu plus sur la médiathèque, comme on a mis sur le CCAS, pareil. Voilà, donc on va retrouver tout ce petit excédent. Bon, tant mieux, hein. Mais tant mieux, oui, mais c'est le signe qu'on n'a pas fait ce qu'on avait prévu et que la période est un peu complexe, on va dire. Voilà. Voilà pour la médiathèque. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Alors, je vous rappelle que vous êtes 14 à voter, puisque il y a 4 procurations. Alors moi, si je sors, j'ai 2 procurations, donc il y aura plus que... J'ai une procuration, donc il n'y aura plus que 12 votants, puisque moi, j'emporte ma procuration avec moi. Donc vous êtes sur 12, et vous devez donc procéder à 3 votes. Hein. C'est les 3 petits tableaux qui sont en bas de chaque
Voilà, hein, donc je vais me retirer et normalement c'est la doyenne ou le doyen qui doit procéder à ce... Voilà. Madame, je pense que vous l'avez fait depuis plusieurs années, donc vous allez continuer, je vous remercie. Je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours donné ma place. Bien. Bon, je ne sais pas comment ça marche, ça y est. Bien, nous allons procéder au vote pour la communauté de communes pour la commune de Saint-Paul-Jeune, pardon, pour la délibération du conseil municipal sur le compte administratif 2020. Premièrement, nous avons au compte 1068 investissements dépenses en réserve 65 375,02. Au compte 001 déficit investissement reporté 51 502,02. Au compte 002 excédent de fonctionnement reporté de 132 816,21. Il faut voter là-dessus, considérant l'excédent de fonctionnement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons pour le budget de l'eau. Même chose. Nous avons à reporter au compte 001 excédent d'investissement 134 768,97. Au compte 0,0. Pourquoi 0 ? Qui s'abstient? Merci. Nous passons au dernier, la médiathèque. Où est où ma médiathèque? Je suis là, la médiathèque. Mais 68 investissements en dépenses de 501,98. Au compte 002 excédent de fonctionnement reporté de 2843. Qui est contre? Qui s'abstient, pardon? Je vous remercie. Bien, donc je vous remercie. On va revenir sur l'eau. Donc, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure sur le prix de l'eau et les abonnements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, à ce jour, sauf erreur de ma part, nous avons en tout 749 abonnés au réseau d'eau. Et parmi ces 749 abonnés au réseau d'eau, nous en avons 545 qui sont abonnés à l'eau et l'assainissement. Notre consommation en eau sur l'année est de 51 527 mètres cubes. Et parmi cette eau, il y en a 40 560 qui sont assainis dans le tableau. Donc là, c'est pareil.
chaque année, je vais essayer de vous sortir le tableau comme ça, pour qu'on suive un petit peu l'évolution de la consommation. Alors, l'évolution de la consommation, elle est liée au nombre d'habitants, forcément. Bon, comme disait Jean-Luc, un réseau performant, plus le réseau est performant, moins on a de pertes. Et la performance nous permet de moins payer de taxes sur l'agence de l'eau. Voilà, donc on a tout intérêt à avoir un réseau qui ne fuit pas. Donc il faut des investissements. Donc je vous ai fait un tableau comparatif, sans compter les taxes de l'agence de l'eau qui sont de 0 et quelques %, mais pour avoir une vision un petit peu objective d'une facture d'eau. Donc j'ai fait une simulation sur 120 mètres cubes. Voilà, de base, on dit voilà 120 mètres cubes. Et on compare la commune à 2 syndicats. Voisins ou pas voisins, peu importe. Mais je ne vais pas vous les nommer parce que l'idée, ce n'est pas de tirer la pierre au voisin. Ça repart ? Ça repart là ? Ça marche ? Voilà. Donc on est sur une comparaison entre la commune et 2 autres syndicats, dans lequel on a une différence très importante entre tout ça. Mais notre but n'est pas de les rattraper, et plutôt d'avoir un prix au plus juste pour essayer de dégager un petit peu plus d'excédent de fonctionnement. Voilà. Et l'idée qu'on a développée, ou que j'ai développée la dernière fois, c'est d'augmenter le prix de l'abonnement de l'eau et l'abonnement de l'assainissement de 10 € chacun à compter du 1er janvier 2021. Si on fait ça, quand on regarde le nombre d'abonnés que nous avons, qui est de 545 à l'eau et l'assainissement, opération simple, 545 multiplié par 20, ça vous donne l'excédent que nous pouvons, la marge de manœuvre que nous pouvons avoir. Ce n'est pas énorme, hein, mais bon, pour le porte-monnaie des gens, c'est 20 €. Mais nous, ça nous dégage un petit peu plus. Et là, je ne le compte que sur les 545 abonnés au assainissement. La différence, les autres qui sont qu'à l'eau, ça sera 10 €. Donc du coup, voilà. Donc si on arrivait à dégager cet excédent par notre abonnement et qu'on essaye de maîtriser bien nos dépenses de fonctionnement, l'année prochaine, on devrait avoir un excédent de fonctionnement un peu plus important, en tout cas qui ne baisse pas. Parce que l'idée, c'est quand même de dégager. Parce que si on ne dégage rien, ça veut dire qu'on n'est pas à l'équilibre. Et après, il ne faut pas de la démagogie là-dessus, parce que si on fait trop de démagogie, ça ne va pas, quoi. Parce que l'eau, ça a un coût. L'eau, ce n'est pas gratuit. L'eau, j'aimerais que vous preniez part au débat si vous souhaitez rajouter quelque chose, si vous avez des arguments contre, pour, ou voilà. Quelqu'un souhaite intervenir là-dessus ou pas? Eric, vas-y, prends le micro. Je viens de regarder. Je viens de regarder ce que tu dis, ça nous fait... non, si on prend 10 € pour les abonnés Calo, oui, ça nous fait 7490. Oui. Si on rajoute 10 € à ceux qui ont l'assainissement, oui, en plus, donc c'est 545. Oui. Bon, on est à peu près à 8 ou entre 8 et 10 000 €. C'est ça. Mais comme je t'ai déjà dit, si on ne fait pas attention à ceux qui ne payent pas, notre pouvoir, il est toujours au même point. On va augmenter, on va récupérer 8 000 €, mais de l'autre côté, on a une perte financière qui est énorme. Et si on récupérait toute cette perte financière, on aurait un pouvoir d'investissement de bien plus important de ce Alors, justement, on en a parlé la dernière fois. On ne peut pas mettre en parallèle les faits qu'il y a des non-paiements de factures d'eau, parce qu'une fois que la facture est engagée, la recette, elle n'est pas perçue, mais elle est comptée dans le compte administratif, etc. Tu as raison d'évoquer ça, Eric, tu as raison, parce que effectivement, si on fait un petit retour en arrière, donc alors j'ai pas la somme exacte des impayés, je ne l'ai pas là. Il ne me l'a pas donné le percepteur, mais en tout cas, on avait fait un travail là-dessus depuis des années, et il nous avait demandé, je ne sais pas si Michel s'en souvient, de provisionner une somme d'argent dans laquelle on essayait de résoudre un certain nombre de factures impayées. Et on avait donc provisionné, notamment au budget 2020, une somme de 20 000 €. D'accord ? On l'avait fait au budget 2020, on l'avait fait au budget
2019 et on l'a fait obliger 2018. Cette année, il nous a dit qu'il arrivait à recouvrir un certain nombre de dépenses et qu'au lieu de prévoir 20 000 euros, on va rester sur une somme plus modeste de 5 000 euros. Voilà. Donc, effectivement, alors, comme je l'ai expliqué, c'est qu'une fois que la dépense est engagée, que la facture est lancée, la commune, si vous voulez, n'a pas la compétence immédiate pour dire à quelqu'un « tu viens payer ta facture d'eau, sinon je te coupe l'eau ». On est dans une histoire d'impayé, le percepteur émet un titre, et à ce moment-là, le recouvrement, il se fait soit en retrouvant la personne, soit en prélèvement sur salaire, ou soit par un huissier qui vient percevoir directement. Alors, effectivement, quand on connaît les gens sur Saint-Paul, je peux prendre mon téléphone pour certains et leur dire « vous devez ». C'est des cas particuliers. Mais après, il y a des gens qui sont partis sans. Et quand des fois, on a une facture d'eau impayée je dis n'importe quoi, je dis de 80 euros, voilà, qui datent depuis 2 ou 3 ans, les frais d'huissier derrière de justice sont plus importants que la facture à recouvrir. Alors tu vas me dire, c'est pas normal, je suis d'accord avec toi, c'est pas normal. Voilà. Mais tu fais bien de soulever le problème parce qu'effectivement, si on n'a plus à bloquer de sommes pour des dépenses de fonctionnement impayées, qu'on rajoute notre augmentation des abonnements, on arrivera à dégager un excédent de fonctionnement digne de ce nom. Voilà. 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 Bon, bien qu'on ait un réseau quand même qui fonctionne bien, hein, c'est-à-dire en termes de passer la compétence à la communauté de communes, en tout cas, on fait le job. Voilà, parce qu'on ne veut pas, mais on fait le job quand même de tenir notre réseau digne de ce nom. Et c'est vrai que quand vous regardez la disparité des prix de l'eau et de l'assainissement dans les syndicats autour de nous, c'est quand même des écarts très importants. Hein, très importants. Voilà. Et je vous rappelle qu'il y a quelques années, on n'avait pas d'abonnement de l'assainissement. On n'avait qu'un coût au mètre cube d'assainissement. On n'avait pas d'abonnement. Et on l'a introduit il y a quelques années parce que justement, on avait besoin de ces excédents de fonctionnement qu'on n'avait pas. Voilà, donc j'entends ce que tu dis, Eric, sur les impayés, que c'est pas normal. Je suis d'accord avec toi, on va lutter là-dessus. Hein. C'est mon rôle aussi d'inciter les gens, mais en fait, je ne peux le faire que par incitation. Ça relève du percepteur, en fait. Alors peut-être qu'on a eu une période complexe, on va dire, au niveau de la perception, et que le nouveau percepteur que nous avons depuis quelques temps a remis un peu le cadre nécessaire au fonctionnement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur ce prix d'abonnement que je vais vous soumettre? Je vais faire le prix d'abonnement sur l'eau et le prix d'abonnement sur l'assainissement. Des remarques? Pas de remarques? Alors je vais passer au vote. Donc une augmentation de 10 € de l'abonnement de l'eau à compter du 1er janvier 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors une abstention. Donc le reste est pour. Concernant l'assainissement, le prix de l'abonnement de l'assainissement de 10 € à compter du 1er janvier 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc adopté également. Je vous remercie. Alors nous allons passer au point suivant. Nous allons passer à la commission d'enquête. Et qui doit se faire selon le montant du marché. Parce que lorsqu'on attribue un marché, il y a une cotation, et selon le montant, c'est vraiment une commission officielle dans laquelle voilà, on peut être attaqué dans la décision. Pour créer cette commission, j'ai besoin de 3 titulaires et de 3 suppléants. Avant de procéder à la éventuelle candidature, dire que ça pourrait être un vote à bulletin secret avec au scrutin de liste. Donc, je vais dans un premier temps vous demander la nomination des membres de cette commission qui s'abstient, donc à l'unanimité. Donc, je vais vous demander
parmi vous, en fait, il me faut sinon, qui serait d'accord pour être membre de la commission d'appel d'offres? Ça serait, allez, dans un mandat, on doit le faire 2 fois. Voilà, hein, qui serait d'accord? Magali serait d'accord. Il y a 10 d'autres candidats, il faut être 3 titulaires. Jean-Luc. Ensuite, Thierry à juger. Moi, je suis d'office. Ça serait les 3 titulaires. Les suppléants, qui voudrait être suppléant? Cathy, Joanne, et il nous en faut une 3e ou un 3e. Nathalie, je vous remercie. On va procéder donc au vote des 3 titulaires et les 3 suppléants. Alors, donc pour la candidature de Magali, Jean-Luc et Thierry comme titulaires, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, je vous remercie. Et pour les suppléants Cathy, Joanne et Nathalie, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, je vous remercie. Nous allons poursuivre avec une convention concernant la destruction des nids de frelons asiatiques. Voilà. On a eu un débat en conseil communautaire sur ces fameux frelons asiatiques. Bon, voilà. Alors, on pourrait dire, faut-il détruire les frelons asiatiques? Écoutez, à l'heure actuelle, c'est quand même un des très gros prédateurs des ruches, il faut se le dire. Donc, du coup, il y a un déséquilibre écologique et on va dire que chaque année, c'est de plus en plus complexe. Et ces nids de frelons asiatiques, on ne les voit pas. Ils sont sur notre tête pendant des mois, on ne les voit pas. Et puis d'un jour à l'autre, on les voit parce que les feuilles tombent et on voit qu'il était sur notre tête. Donc ça peut ressembler à un ballon de foot, mais ça peut être nettement plus gros et nettement plus dangereux. Donc, la question se posait de savoir comment on procédait pour détruire un nid de frelon, en tout cas financièrement. Parce que détruire ça, on sait faire, mais qui paye? Il fut un temps, il y a quelques années, il y avait une équipe spécialisée de pompiers qui venait directement de Privas et qui était formée pour détruire avec une perche télescopique les nids de frelons qui se présentaient sur la commune. Voilà. Donc on l'a eu fait venir 2 ou 3 fois sur Saint-Paul, mais vu l'augmentation considérable du nid de frelons, cette initiative départementale a été abandonnée. Voilà. Donc on a eu une période de soubresaut dans laquelle chacun a fait comme il a pu, et les communes disaient, si le nid de frelon il est sur le domaine public, ça relève de la commune, et s'il est dans le domaine privé, ça relève du privé. C'est le principe. Bon, ok. Donc, en fait, ça paraissait un peu compliqué. Et du coup, on a débattu de tout ça en conseil communautaire et on a décidé en conseil communautaire de dire qu'au fond, on pouvait d'abord nommer un référent frelon asiatique dans chaque commune et puis surtout essayer de détruire collectivement ces nids sur l'ensemble de la communauté de communes. Et la communauté de communes mettait un budget une enveloppe annuelle de 5 000 € et participe à la destruction d'un nid de frelon asiatique à hauteur de 50% du coût. Autrement dit, on trouve un nid de frelon asiatique sur Saint-Paul, on appelle le référent frelon asiatique de la commune qui va valider que c'est bien des frelons asiatiques. Voilà, parce qu'on ne détruit pas les frelons, les graules qu'on appelle chez nous, on ne les aime pas, on en a peur, mais on ne les détruit pas. Voilà, ils ne sont pas aussi méchants que ça. Donc, on m'a eu appelé à Saint-Paul en me disant, venez voir, M. Broyard, il y a un nid de frelons asiatiques. Non, c'était des frelons normaux, quoi, on va dire, pas asiatiques, et donc du coup, on ne les détruit pas. En tout cas, voilà, si on fait ce protocole, on alerte du coup la communauté de communes et on lance le dispositif destruction des frelons. Alors, jusqu'à concurrence de la hauteur de l'enveloppe globale. Combien ça va coûter? On a démarché au niveau de la communauté de communes plusieurs prestations au niveau de trois entreprises locales, parce qu'il ne faut pas les faire venir trop loin. Et après, on a convenu d'un prix au niveau de la communauté de communes. Donc, ça dépend de la hauteur, parce que si le nid est bas, c'est plus facile. S'il est très haut, c'est encore plus difficile. Donc, en gros, les coûts sur lesquels on est arrivé à tomber de manière collective, lorsque le nid est à 3 mètres, ça coûte 70 € l'intervention. 8 mètres, 90 €. De 15 mètres, c'est 130 €. De 15 à 20 mètres, c'est 160 €. Et puis, il y a les communes excentrées de la montagne,
où il demande un forfait supplémentaire parce qu'il est basé au Vence, etc. Donc, en gros, sur la commune de Saint-Paul-le-Jeune, nous avons un nid de frelons qui est à 8 mètres de hauteur. On fait marcher notre circuit. Le gars, il vient, ça coûte 90 €. Il va facturer 45 € à la commune et 45 € à la communauté de communes, à hauteur de 5 000 €. Voilà. Donc, moi, ça me paraît une solution assez intéressante, hein, parce que... Et là, on ne distingue plus le nid de frelons est chez un privé ou sur le domaine public. Ça reste, c'est de manière globale. On lutte globalement sur le frelon asiatique. On ne lutte pas que sur le domaine public parce que c'est un peu ridicule. 90% des nids de frelons asiatiques sont dans le domaine privé. Ça serait vraiment un hasard qu'ils soient sur le domaine public. Magali veut intervenir. Prends le micro, Magali. Oui, moi je me demandais si on ne pourrait pas demander aux personnes, quand c'est chez elles vraiment, de faire juste un don, c'est-à-dire de donner ce qu'elles veulent pour participer à la destruction du nid de frelons asiatique. On peut le soumettre aux gens. Hein. Comme ça oblige Voilà. personne, mais en même temps, ça donne aux gens quand même l'idée que c'est pas juste j'ai un nid de frelons et c'est gratuit en fait. On peut. C'est une façon de sensibiliser les gens aussi au fait que on fait pas ça pour notre plaisir, que c'est quand même aussi de l'argent public et que si ça les dérange vraiment d'avoir un nid de frelon chez eux, et c'est normal, hein, le frelon asiatique il est beaucoup plus dangereux que le frelon d'Europe, il est beaucoup plus agressif et du coup on pourrait peut-être demander aux gens aussi s'ils veulent participer, en leur disant voilà il y a 45 € qui est donné par la com de com. Nous, on complète à la commune et si vous voulez participer à cet effort, Pourquoi pas. voilà. Bon, j'ai pas d'inconvénient j'ai pas d'inconvénient. On va pas obliger les gens. On va dire vous pouvez faire un don au CCAS ou quelque chose comme ça. Je suis d'accord. Parce que après, voilà, c'est-à-dire que souvent ils sont hauts ces nids de frelons asiatiques. Ils sont pas à hauteur de 3 mètres. Ils sont souvent très perchés. Mais bon, moi, ça me paraissait intéressant de lutter un peu collectivement, quoi. Et puis, quand l'enveloppe est épuisée, on a calculé, ça faisait quand même, pour épuiser l'enveloppe de 5 000 € de la communauté de communes, ça fait un certain nombre d'interventions quand même. Ouais, si on prend la moyenne de 50 €, ça fait 100 interventions. Ouais, en gros, je résume, hein, 100 interventions sur 15 communes, c'est pas grand-chose peut-être, mais c'est mieux que rien. En tout cas, l'action est plus facile à faire que jusqu'à maintenant où c'était un peu, chacun faisait un peu comme il voulait, chacun se renvoyait la balle. Voilà. Donc, je retiens ton idée, hein, sur lequel, quand on fera une information en disant libre à vous de donner une participation, mais disons qu'on n'obligera pas. Parce que l'idée, c'est que les gens, il faut qu'ils le déclarent, quoi. Parce que plus on arrive à traiter le nid de frelons très rapidement, mieux c'est. Alors après, il y a des périodes où ça ne sert à rien de le faire. Hein. En plein hiver, quand on le voit qu'il est beau et qu'il est plus habité, ça ne sert strictement à rien. Ils ne reviennent jamais au même endroit, dans le même nid. Donc on ne va pas détruire un nid de frelons asiatiques qui est vide. Mais bon, après, il y a des périodes très précises dans lesquelles on peut agir. Du coup, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on passe cette convention? Qui est contre? Oui, alors Cathy, une précision? Ah ben nous, on fera... je te propose, Cathy, qu'on navigue à vue la première année. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est un danger pour nos ruches et pour tout. Donc, il faut que... On va voir si la première année, on fait 10 nids à 50 €, ça nous fait 500 €, c'est ça? Donc, on prévoit une somme, ça sera dans le budget de fonctionnement. Et on va la suivre, cette somme, pour savoir combien on a détruit. Et puis, on verra bien si y a le feu au lac où on dépense trop d'argent dessus, on verra bien ce qu'on fait. Mais pour la première année, je propose qu'on ne va pas la déterminer de manière très précise dans le fonctionnement. On suivra les factures quand même, mais on le mettra dans le fonctionnement en travaux divers. Mais on suivra la somme pour savoir jusqu'où on va, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, mais après, bon, c'est vrai que, voilà, comme ça, on n'a plus cette notion de il est chez moi dans mon arbre, il n'est pas chez moi, il est sur le chemin, ah non, mais la branche, on ne s'en sort plus, et puis il faut agir vite. Donc, du coup, je vais faire voter cette proposition de convention, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, et qui veut être Monsieur Frelon ou Madame Frelon. Donc, parce que... Magali, tu veux être Madame Frelon? Donc Magali, tu seras Madame Frelon. Ça veut dire que
n'importe quel élu, on va se mettre d'accord sur le principe pour pas perdre trop de temps. On fera une formation IWAP et sur le Facebook de la mairie. On dira en gros, on fera un flyer. Vous découvrez, donc vous pouvez appeler la mairie, mais contacter aussi un élu. Et notre relais, c'est Magali. C'est pas la peine de passer par moi. L'idée, c'est elle valide. On appelle la communauté de communes et on a une facture. Et il faut faire vite, quoi. Voilà. Bon, voilà, ça se reconnaît un hydrophone asiatique, c'est pas compliqué. Mais il faut avoir un seul référent, comme ça on suit l'affaire. Donc Magali, tu as été désignée Madame Frelon. Bien, alors, je crois que j'ai épuisé l'ordre du jour ou pas? Non? Voilà. Alors, on a quelques... Pardon. Questions diverses. Alors, on a quelques points à aborder. Premier point, je voudrais laisser la parole à Jean-Luc qui nous parle un petit peu des petits travaux que nous avons faits sur un marquage au sol en vue de préserver l'activité économique de la rue avenue Charadier. Ça s'est passé comment? Bah écoute, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est déroulé sur 2 jours. L'objectif, il était effectivement de remettre à jour la signalisation horizontale dans certaines zones. Alors évidemment, on n'a pas pu tout faire, mais c'était consécutif à un certain nombre de travaux qui avaient été faits, notamment par le département sur certaines zones, et des galettes aussi qui avaient été distribuées allègrement sur tout le circuit. Donc du coup, il fallait refaire notamment les passages piétons. Et puis on s'était engagé aussi à avoir une zone temporaire, une zone bleue, enfin pas exactement bleue, mais en tout cas une zone 10 minutes pour pouvoir effectivement faciliter l'accès au commerce de la sortie de Saint-Paul-de-Jeune. Donc on avait passé bon de commande l'année dernière. Avec le Covid, ça a été compliqué parce que les travaux ont été reportés. Mais là, finalement, ils ont été faits effectivement en 2 jours. On a demandé des travaux supplémentaires, notamment pour un certain nombre de zones de stationnement, de passage d'arrêt bus qui n'avaient pas été mis dans le bon de commande. Mais voilà, maintenant c'est fait, c'est visible. Et après, la signalisation horizontale, il faudra s'attaquer à un autre sujet tout aussi important qui est la signalisation verticale. C'est vrai, tu as raison. Voilà, donc c'est la première étape. Alors le problème, c'est cette peinture, c'est que dans le temps, ça s'en va, donc c'est pas éternel. Hein, donc ça coûte quand même, on en a eu pour 4 000 € je crois, hein, donc c'est pas éternel. Hein, donc on sait que c'est un éternel recommencement en fait. Mais bon, moi je pense que ça vaut le coup sur cette zone-là de libérer un petit peu l'espace. S'il faut mettre des rappels à la loi sur le fait de voitures ventouses, ben, je m'y emploierai. Hein, sans forcément passer à l'amende, mais en tout cas, signaler aux gens que on a fait, c'est une zone 10 minutes et on va essayer de la tenir quand même. Je crois que jusqu'à maintenant, j'ai vu que depuis quelques jours, ça a l'air d'aller. Bon, il faut être vigilant. Je vous rappelle, vous, en tant qu'élu, vous pouvez toujours faire une réflexion à quelqu'un, même si vous n'êtes pas officier de police judiciaire tous. La question, c'est que gentiment, on peut dire à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas rester là toute la journée. Voilà, c'est important pour l'activité économique. Oui, Eric. Oui. Oui. Tu t'es fait un petit peu malmené. Malmené, c'est un petit mot. D'accord. Presque molesté, ça Ouais. serait bien. Bon. C'est un peu compliqué. C'est compliqué d'intervenir, de rappeler à des gens que le fait qu'on ne doit pas se garer à tel endroit, je sais, c'est très compliqué. Sachant qu'on avait un petit contrat moral, nous, avec les commerces fixes, oui. Alors qui malheureusement pour certains sont fermés, mais c'était l'idée qu'on puisse faire un marché sous les platanes durant une période estivale et en contrepartie qu'on puisse effectivement faire des travaux pour libérer des places, oui. Notamment de stationnement pour l'accès à ces commerces fixes. Oui. Donc l'engagement avait été pris et l'engagement est tenu. Oui. Merci Jean-Luc. Puisque tu as le micro, un petit mot sur le petit crieur numéro 2 qui est sorti. Oui, on a sorti le petit crieur numéro 2 chez les commerçants. On a décidé de continuer à résister au numérique pour laisser effectivement déjà le choix aux gens qui étaient un peu curieux d'aller chercher le petit crieur, d'aller chez nos commerçants qui en ont bien besoin.
Et puis on a effectivement mis dedans essentiellement des éléments relatifs à la phase 2 de notre grand projet qui est le cœur de village. Donc effectivement, on a fait le tour, notamment avec notre architecte, sur le marché, puis auprès des commerçants. On a été consulter certains commerçants, on en a profité. J'avais été la semaine d'avant déposer le petit crieur, et puis on est allé faire un tour la semaine d'après avec Olivia, pour essayer d'aller un peu voir justement quelles étaient les attentes de certains commerçants, toutes nos excuses parce qu'on n'a pas pu aller tous les voir, soit parce qu'ils étaient fermés, soit parce qu'il y en a qui étaient très occupés, soit parce que c'était l'heure de la fermeture, parce qu'un commerçant, on n'en fait pas nécessairement beaucoup dans l'après-midi, mais on a eu beaucoup de pistes de réflexion, et notamment justement cette demande un peu pressante et un peu logique sur la signalisation verticale, parce qu'effectivement, il y a encore supérette de marquer sur le, en direction du centre-bourg. Et ça, le médecin aussi. Voilà. Et le médecin aussi. Ouais, donc, je sais. il y a un peu de temps qu'on rafraîchisse tout ça, mais voilà, ça va se faire. Il faut simplement du temps, de la patience. Et puis c'est aussi, il faut que ça rentre dans les options budgétaires. Donc, en tout cas, c'est en bonne voie. Et ce petit Crium, il continue à vivre sa vie au fur et à mesure des événements qui peuvent se passer sur la commune. D'accord. Merci, Jean-Luc. Donc, pour compléter un petit peu ce qu'a dit Jean-Luc sur le cœur de village, donc, on vous tient au courant un petit peu de... J'ai rencontré les services du conseil départemental qui s'occupent de la voirie départementale. Et donc, je les ai amenés, vous savez, sur le carrefour des 5 chemins, qui est un peu problématique quand même, parce qu'il n'est pas entouré presque de stops de partout, mais pas loin. Et bon, on n'a jamais... Enfin, les municipalités se sont succédées, j'en faisais partie, on n'a jamais trouvé le bon créneau, la bonne maille pour trouver la solution. Bon, du coup, j'ai ressorti de mes cartons un projet qu'on avait fait en 2005, je crois, avec décaler la route qui arrivait Louis-Roux de pas la mettre dans le carrefour. Bon, on va reprendre des relevés topo. On s'engage sur rien pour l'instant, on va reprendre des relevés topo. Donc il y a ce point. Il y a aussi la partie qu'on n'a pas traitée entre la salle des fêtes, qui maintenant est devenue un endroit qu'il faut traiter entre la salle des fêtes et le carrefour de la mairie. Voilà, là c'est un peu le why, on va se le dire comme ça. Les gens se garent perpendiculaires, en épi, en bataille, tout ce que vous pouvez imaginer. Et quand on arrive au stop pour descendre la rue du Procureur, c'est où je recule, où je descends, où je ne descends pas, où je fais comme je veux. Voilà. Et puis, bon, voilà, donc c'est pas lisible, c'est mal structuré. Maintenant, il y a la MAM. Donc, moi, je suis content que la MAM soit dans le centre du village, mais ça crée de l'activité, de passage, etc. Il y a la sortie de l'école, il y a le passage de côté. Bon, alors, on a fait quelques projections avec les services des routes, mais bon, on a quelques idées, si vous voulez, sur comment arriver à garder une partie. Parce qu'il y a le restaurant La Marmite. Donc, le restaurant La Marmite, il empiète sur le domaine public. C'est une autorisation légale, c'est pas un problème. Donc, il faut en tenir compte. À un moment donné, si on fait un aménagement, il va falloir qu'on l'intègre dedans. S'il reste, il sera intégré. S'il s'en va, ça sera un trottoir. Mais en tout cas, on ne peut pas dire vous partez parce qu'on ne veut plus de trottoir. Donc, il faut quand même en tenir compte. Après, il y a le passage du parking devant l'école par le petit jardin qui peut descendre au passage des mineurs. Donc là, on voit bien qu'on a un axe de travail végétalisé qu'on peut faire qui traverse, qui ramène les gens. Voilà. Et donc, c'est posé la question. Alors, vous savez, quand on n'est pas élu de la commune et qu'on est des services du département, on est moins embarqué par les usagers. Donc, ils me disent, mais pourquoi, M. Brouillard, ne faites pas un sens unique? Alors, oui, bien sûr, parce que... Donc, voilà. Je pense qu'il faut qu'on lance la réflexion. Je ne dis pas qu'on va arriver au bout, je ne sais rien, mais entre les 5 chemins et la rue du Procureur, il faut réfléchir quand même, savoir s'il ne faut pas faire quelque chose dans un sens, dans un autre. Et je ne sais pas le sens, j'en sais rien, mais il faut poser le truc. Donc moi, ce que je proposais à un moment donné, c'est que pour poursuivre notre réflexion, comme on a fait avec Olivia sur la première partie, en ce moment à Lagrange, et elle va nous faire des esquisses, etc., sur comment elle voit les choses, on en avait discuté, etc. Moi, je pense qu'on va faire une visio. Jean-Luc, je ne t'en ai pas parlé, mais peut-être qu'on inviterait ce gars du service du département. On le mettrait autour d'une table avec Olivia. Olivia, excusez-moi, c'est l'architecte paysagiste qu'on a embauché sur cette étude-là, et 2 ou 3 élus autour, et on ferait un live avec la population,
et dire un peu nos contraintes, etc. Parce que l'idée, c'est les services de l'État, eux, enfin, le département, ils me diront pas, on n'est pas trop dispo en ce moment, donc pour sortir des plans, on sortira des plans que pour le mois d'octobre l'année prochaine. Donc ça me va, parce que c'est un peu dans notre mouvance. Mais il faut qu'Olivia, notre chef, soit au courant de ce... Parce qu'on avait dit qu'on traitait tout ensemble. Voilà. Parce que le premier projet qu'on avait fait il y a une quinzaine d'années, je vous rappelle, ça coûtait 250 000 euros. Il y avait de la voirie pour 80 000 euros. La voirie, c'est le département qui la paye, mais tout le reste, les abords, c'est nous. Quand j'ai ressorti ce plan, l'autre jour, je l'ai déroulé, je me dis que la vision des choses a complètement changé en 15 ans. C'est-à-dire que j'ai compté le nombre d'arbres qu'il y avait plantés entre le stop et la salle des fêtes. Il y avait 3 arbres. Voilà. Et c'est pas une erreur, mais autour du calvaire, on a émis du béton désactivé quand même. Voilà. Donc quand on le regarde maintenant avec du recul, on se dit, mais on ne va pas mettre du béton désactivé autour du calvaire. Et du coup, j'ai dit, vous me sortez le petit morceau du calvaire de votre projet, parce qu'en hiver, les employés communaux, on peut remettre de la terre, on peut mettre un banc, on peut mettre un arbre, et on ne tient pas compte de cette partie-là dans l'aménagement. Donc on gagne peut-être 20 000 euros de travaux qu'on peut faire nous-mêmes. Et du coup, finalement... voilà, on a peut-être aujourd'hui notre vision dans laquelle, à l'époque, c'était on fait du béton désactivé, on fait du pavé, on fait des choses qui coûtent un peu plus cher. Et que je pense, alors moi j'aurais dit, mais moi mon budget n'est pas sensible, donc même si c'est un projet global, je disais n'importe quoi, mais j'ai dit, mais il faut sortir un truc à 50 000 euros, on a subvention, c'est 25 000 et 25, point final, et on mettra pas plus. Parce qu'on peut faire des projets pharaoniques aussi, mais... Après, on a gagné quand même un petit peu de lisibilité du parvis de l'église, de cet espace-là. Il faut voir où on met le marché du haut par rapport à tout ça, où il se place. Est-ce qu'on garde le marché du haut à long terme, etc. On n'en a pas débattu. Donc, il y a beaucoup de... Et je pense qu'il faut que Olivia soit dans la course pour pas que les services du département traitent cette partie-là totalement indépendante du reste. Après, le débat du sens unique ou pas... Bon, on ne peut pas discuter ce soir là-dessus, mais il faut le reprendre. Mais bon, peut-être qu'il y a peut-être un moyen de limiter des 5 routes, des 5 chemins pour que ça ne soit pas un double sens. Après, il faut le visualiser, il faut le concevoir. Enfin, moi je n'ai pas d'a priori, je m'en fous. Si ça peut faire mieux fonctionner le centre du village, tout a y gagné, quoi. Puis c'est pas éternel. Après un sens unique, ça se met, ça s'enlève ou ça se teste. Ça se teste aussi. Parce que notre rue du procureur, quand même, elle est compliquée, quoi. Elle est compliquée, quoi. Voilà, elle est très compliquée. Voilà, pour ça. Et je reviens sur ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure sur la signalétique, qu'on va dire verticale. Bon, quand on va faire le budget dans pas longtemps, on va un peu serrer la vis, au sens que on va pas s'éparpiller, disons. On va rester sur la salle des fêtes, etc. Mais je ne sais pas s'il ne faut pas qu'on dégage un petit peu... histoire de 10 000 euros, etc., pour traiter les points sensibles de la signalétique. Parce que quand on arrive au 5 chemins, il y a marqué centre-ville, il y a marqué le haut, vers le haut. Vous avez un panneau, il y a marqué centre-ville. Bon, alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on met derrière le centre-ville. Est-ce que c'est tout commerce ou est-ce que c'est les services publics, auquel cas il vaudrait mieux marquer la poste, la mairie, etc., et de réorienter les gens sur la partie activité commerciale. Quand vous arrivez au niveau du crédit agricole, vous avez un panneau qui vous montre, il y a marqué médecin vers l'en haut, il n'y est plus. Il faut dépoussiérer tout ça. Donc il nous faut un petit budget, parce qu'on ne peut pas attendre un projet global de la place pour dire on ne fait rien. On attend, mais on attend quoi? Tant qu'il pleuve, il ne pleut pas. Donc du coup... je pense qu'il faut faire des choses qui ne sont pas irrémédiables et traiter des points. Donc, du coup, j'avais dit à Jean-Luc, on prend 2 ou 3 endroits névralgiques, on les prend en photo, on dit qu'est-ce qui choque, qu'est-ce qui ne va pas, et on essaye de commencer une signalétique verticale homogène qui s'accordera, qu'on pourra augmenter au fur et à mesure, mais qu'on restera dans la même dynamique. Voilà, parce que c'est vrai que supérette vers le haut, il n'y est plus. Vous arrivez, vous êtes touriste, vous marquez supérette, vous montez, ça sert à quoi de monter? Il n'y a pas la supérette. Alors, c'est des petits détails, mais c'est vrai qu'en plus, nous, on les voit de moins en moins parce qu'on est tellement habitués qu'on ne les voit plus. Mais bon, regardez ça avec un œil extérieur, c'est un peu complexe. Hein, voilà. Donc, du coup, voilà, je pense qu'on va se ramener à faire voilà, une sorte de visio. Enfin, Jean-Luc, il faut qu'on la prépare et qu'on mette les services du département un peu dans la danse
parce qu'eux, ils sont route, tu comprends, ils sont route et trottoir, et ils n'ont pas forcément ce côté un petit peu plus végétalisé des choses, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était un point là-dessus. Je voulais, après, il y a d'autres interventions qui vont se faire. Ça va pas, Jean-Luc? Voilà. Je voulais vous faire un point sur la Poste. J'ai reçu Monsieur Diem, qui est notre correspondant de la Poste. Alors j'ai dit, bon, pourquoi il veut me voir? Donc la Poste, c'est pas le tri, hein. La Poste, c'est la banque postale. Donc simplement, il venait m'annoncer qu'il y aurait des horaires d'été par rapport à l'hiver, puisque de toute façon, c'est comme ça. L'été, il y a moins de personnel, donc ils nous font des horaires le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Ça sera 9h ou 12h. Mercredi fermé, et le samedi, ce sera fermé. Voilà. Donc ça fera 4 jours pendant la période d'été du 28 juin au 4 septembre, lundi, mardi, jeudi et vendredi, 9h, 12h. Voilà. Alors après, j'ai dit, mais à long terme, la Poste, ça va devenir quoi? Bon, il y a des contrats territoriaux sur la Poste qui, tous les 3 ou 4 ans, sont revus. Je crois que le contrat territorial sur la Basse-Ardèche revient au mois d'octobre, je crois. Donc je lui ai dit que j'étais extrêmement vigilant avec la Poste est là et qu'on ne va pas se laisser faire pour éventuellement prendre une agence postale à la place de l'outil que nous avons. Voilà, donc il le sait. Donc voilà, il n'est pas venu me voir dans ce but. Mais bon, on ne sait jamais quoi. J'ai préféré y rappeler que nous étions attachés à ce service sur la place et qu'on ne souhaitait pas transformer notre poste en agence postale dans un commerce. Voilà. Donc je lui ai dit, je lui rappellerai s'il faut lui rappeler. Voilà pour ça. Il y avait une intervention de Cathy qui voulait intervenir sur un projet qu'elle voulait nous parler un petit peu. Voilà, quelques mots. Cathy, attention. Il faut te rapprocher, Cathy. Je voulais juste... c'est une ébauche de projet pour le moment. Et en fait, je suis tout simplement la porte-parole de mon fils qui envisage... Bon, je vous en parle parce que ça fait déjà un bon moment que je l'en entends parler et lui-même a commencé à étudier bien la question. Il voudrait faire un trail, une course à pied, quoi. Moi, je ne suis pas très au courant de... Un trail. Trail. Ça s'appelle un trail, je Oui. crois. Hein, c'est Oui, ça, hein. oui, c'est ça. Je crois qu'il envisage un circuit d'une 15aine de kilomètres. Alors, il m'a expliqué de mémoire. Bon, d'abord, il va contacter le maire. Un Thierry, je ne me rappelle plus lequel. J'ai donné l'adresse mail d'un Thierry, je ne sais plus lequel, pour qu'il y ait un écrit, pour que vous, quand il aura fait un écrit, vous pourrez nous en parler voilà, plus précisément. Et alors, de mémoire, il envisage ça, déjà une date relativement précise, ce serait le dernier dimanche de septembre. Il parle de cette date parce qu'il n'y a pas d'autres manifestations similaires dans les environs ou de nature à disperser davantage les gens. Il m'a donc expliqué, bon, il y a toute une logistique à mettre en place. Il connaît ça quand même, il a des amis qui l'ont eu fait, il est dans ce domaine-là. Il y a une logistique en termes de secours, en termes de signalisation. Il m'a évoqué, même plus qu'il se peut, son circuit pourrait traverser des propriétés privées. Donc, il voudrait s'assurer, si nous étions au sein du conseil municipal d'accord pour que ce projet soit validé. Il aurait besoin de savoir qui sont les propriétaires privés, obtenir les autorisations. Alors, il s'en chargerait, mais bon, il aimerait une aide à ce niveau-là. Et il prévoit qu'il faudrait quand même une 30aine de bénévoles ce jour-là. Voilà. Alors, il a parlé, il m'en a parlé à moi, il en a parlé à Julien, puis, non, c'est peut-être moi, enfin, j'en sais rien. Bon, bref, vaguement, Julien évoquait l'idée, parce que Ludo pensait, lui,
que ça partirait depuis la salle des fêtes. Julien évoquait que ça soit plutôt un départ sur la place. Et je l'ai dit à Ludo, et Ludo m'a dit mais non, parce qu'il y aurait ça ou ça ou ça, ou peut-être pas. Voilà. Donc j'ai dit à Ludo que j'allais vous en parler aujourd'hui. C'est une course, pardon, Joanne, une course à pied, excusez-moi. Ah, pardon, oui. C'est une course à pied, c'est 15 km, voilà. Bon, son but, en fait, Ludo, il court à pied. S'il arrivait à pérenniser une manifestation comme ça, lui, ce qu'il envisage pour plus tard, c'est de faire qui est aussi du vélo. Il est moniteur de VTT, il voudrait faire aussi... Voilà. Dans un premier temps, il aimerait, cette année, s'il avait notre accord, organiser une course le dernier dimanche de septembre. Et je lui ai dit, écoute, moi personnellement, j'y comprends pas grand-chose. J'en parlerai donc aux collègues pour qu'ils y pensent. Mais prévois de venir, toi, expliquer avec plus de détails, parce que, Nous, il nous faut un projet écrit, parce qu'il y avait quand même la course qui était faite avec Jean-Michel Laboye pendant des années. Bon, après, ce projet n'a pas pu fonctionner à long terme, parce qu'en fait, il y a eu aussi le Covid, puis il y a eu après, dans l'organisation, est devenue très importante. C'est devenu quelque chose de vraiment reconnu, avec beaucoup de participants, qui a eu un succès pendant plusieurs années. Et après, justement, la difficulté, c'est la relève, c'est les bénévoles, c'est tout ça. Mais je pense qu'il y a matière à faire des choses. Nous, on est toujours ouverts à tout, de toute façon. Après, il faut qu'il nous fasse un projet écrit dans lequel, après, on peut le mettre en contact avec cette association de Jean-Michel, etc. Il y a quand même des gens qui étaient prêts à s'investir. On l'a vu pour le Tour de France. Il y a plein de gens qui sont prêts à s'investir, à faire de la sécurité, etc. Il nous faut tout ce qui peut mettre de l'activité au sein de la place ou sur le collège, sur le collège. Sur la commune. Enfin, on ne peut être que pour, quoi. On ne peut être que pour, quoi. Voilà. Après, la difficulté dans tout ça, c'est les bénévoles. Voilà. À un moment donné, c'est vrai que les bénévoles s'épuisent et on risque des fois de manquer de bras pour faire les choses. Mais après, écoute, il faut qu'ils viennent nous voir, il faut qu'ils nous construisent un projet. En fait, c'est ce qu'ils comptent faire, effectivement, venir. Un autre truc qu'il m'a précisé, c'est qu'il ne fallait pas plus de 250 participants, parce qu'au-delà, c'est une autre organisation, il y a d'autres contraintes. Ce qui s'est passé avec la course organisée par Jean-Michel, c'est devenu énorme. Après, c'est d'autres types d'organisations, mais ça a une retombée quand même très importante, en tout cas des images et sur le territoire. Mais bon, il faut commencer petit, puis si on grandit, c'est bien, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il envisageait dans un premier temps juste un trail de 15 km avec, pour voir après s'il qui vient nous voir, on le mettra en relation avec l'ancienne association sportive, et je crois qu'il y a de quoi reprendre derrière, c'est pas un souci. Magali voulait intervenir sur le projet forêt, quelques mots d'information. Bon, après, on parlera ça dans le budget, mais quelques mots là-dessus, Magali. Oui, donc l'ONF, en la personne de Laurent Goliard, qui est notre référent ONF pour nos forêts communales. Oui. Donc, on a 2 projets possibles avec l'ONF. On a un projet sur le pin de Salzmann, donc, qui est un pin endémique local. Donc, ce serait un projet qui est subventionné à 85% et qui nous permettrait, en fait, avec la vente de bois que le projet va engager, de pouvoir faire une opération blanche pour améliorer les forêts de pin de Salzmann et leur desserte. D'accord. Ok. Ensuite, on a un projet aussi de piste forestière, un tout petit projet de piste forestière à 7 000 € qui devrait normalement commencer le 1er juin et durer 4 mois. C'est sur 400 mètres linéaires avec une plateforme de retournement et qui là serait beaucoup plus pour de l'exploitation forestière. Dans nos forêts communales. Dans nos forêts communales, et qui permettrait aussi de rejoindre une piste DFCI, donc qui permettrait un allongement de tout ce qui est desserte incendie. Bon, généralement, M. Goliard fait des projets dans lesquels
Recette égale presque dépense. Oui, en général, on fait des opérations blanches Ouais. et des fois, on gagne 1000 euros Ouais. ou un petit quelque chose Voilà. comme ça. Ok. L'idée, c'est ça, c'est que en fait, la forêt communale qui est gérée, on n'en a pas beaucoup, nous, hein. Ouais. Et elle est sur le territoire de Bannes, puisqu'on a une enclave. Et du coup, l'idée, c'est qu'à chaque fois, ce soit de l'opération blanche pour entretenir, pour aider. C'est des opérations aussi qui aident tous les propriétaires de forêt autour. Parce que quand on fait une piste, c'est pas juste pour notre forêt communale, c'est aussi tous les gens autour qui peuvent en bénéficier. Bien. Merci Magali. Est-ce qu'on avait des points qu'on a oubliés ou pas? Je crois qu'on a tout dit. Thierry, non, on n'avait rien de plus. Jean-Luc, on n'avait rien de plus. On avait à peu près tout dit. Simplement les travaux. Donc l'entreprise qui a été retenue pour les travaux d'eau et d'assainissement, c'est l'entreprise Boyer. Hein. Les travaux devraient commencer au mois d'avril. Donc à partir des 5 chemins, remonter jusqu'à l'ancien abattoir, on fait donc de l'eau jusqu'à l'ancien abattoir, c'est-à-dire qu'on reprend tous les branchements d'eau des particuliers, puisqu'il y en a qui sont un petit peu vieux, et on sort les compteurs de toutes les propriétés. Donc c'est une opération qui ne coûte rien aux propriétaires qui ont déjà un compteur d'eau. Lorsqu'on arrive à l'abattoir, on part sur la gauche par l'ancien ruisseau et on monte vers M. Rieux pour faire un morceau d'assainissement et d'eau. Voilà. Et donc, on va essayer de se dégager de la route départementale avant l'été quand même, parce qu'on ne va pas faire les travaux sur la route pendant la période estivale, ça serait quand même malvenu. Donc on va essayer de se dégager jusqu'à l'abattoir très rapidement et faire après les travaux en début d'été, mais dans la partie qui n'est pas affectée par la circulation, ou alors on reprendra en septembre. Voilà. Voilà pour ça. On reviendra un petit peu après sur les projets d'investissement sur le haut assainissement. Donc, on avait parlé un petit peu sur le hameau du Frigolet, sur la difficulté d'assainir les maisons du centre-bourg. C'est un peu complexe. On a fait une préétude, en fait. C'est un peu compliqué parce qu'il faudrait ramener le tout à l'égout sur le col de la Croix-Rouge et redescendre pour quelques maisons. Donc, on va peut-être pas faire ça. On va peut-être aider que les gens revoient un petit peu leur assainissement individuel, s'ils peuvent. Et puis, on va peut-être aussi refaire la colonne d'eau dans le hameau parce qu'il y a encore des branchements en plomb et que c'est un peu vétuste dans l'ensemble finalement, quand on fait le tour de la partie un peu étroite. Parce que finalement, en plus, la difficulté pour les gens, parce que faire du tout à l'égout, c'est mettre une plaque d'égout devant une maison sans se soucier de la configuration de la maison. Or, on s'est aperçu que les 3/4 des maisons dans les hameaux, dans le centre-bourg du Frigolet, il faudrait qu'ils aient tous une pompe de relevage parce qu'en fait, leur assainissement est de l'autre côté. Donc, en fait, en faisant ça, on ne va pas forcément leur rendre service. Donc, c'est complexe. Donc, alors, avec ce Covid, c'est compliqué, mais on aurait aimé faire une réunion avec l'ensemble des gens du Frigolet pour discuter un petit peu de ça, pour leur donner un petit peu les tenants et les aboutissants, parce que voilà, on a envie d'en parler avec eux avant de prendre décision. En tout cas, peut-être qu'on aura un projet de réfection du réseau d'eau dans le hameau parce qu'il est un peu vieux et que voilà, sortir les compteurs d'eau devant les maisons n'est pas un luxe pour ce quartier-là, quoi. Bon, voilà. Donc, voilà, le Covid nous empêche un peu de faire une réunion de quartier là-haut. J'aurais aimé, mais bon, pour l'instant, c'est un peu un stand-by, quoi. Voilà. Je crois qu'on a épuisé. Est-ce que l'ordre du jour, on n'a pas d'autres points? On en reste là. Donc, vers le 8 avril ou 9 avril, on fera un nouveau conseil municipal dans lequel on votera les budgets, les autres budgets. Voilà. On a parlé un peu de nos priorités. Vous savez qu'on a parlé en réunion l'autre jour. On va essayer d'être assez pragmatique, on va dire. Hein, l'idée, c'est d'être pragmatique et de rester sur l'essentiel. Le permis de construire sur la salle des fêtes a été déposé ce jour. Donc, il va partir à l'instruction. Comme c'est un établissement à recevement du public, ça prend quelques mois, hein, puisqu'il y a quand même des règles à respecter. Et les élections arrivant bientôt départementales et régionales. Donc, j'insiste fortement en ce moment pour qu'on me donne les subventions qu'on m'a promis sur la salle des fêtes. Donc, vous pouvez compter sur moi pour essayer que les politiques tiennent leurs promesses électorales sur les financements de la salle des fêtes. Voilà, je vous remercie. Ah, Jean-Luc voulait dire un petit mot. Je vous remercie. Jean-Luc, un petit mot. Oui, attends.
Jean-Luc, un petit mot. Deux petits mots en vérité, parce que j'ai une question du Oui. public. Ah, oui, d'accord. Et puis je voulais Tu as raison. aussi saluer, enfin en tout cas au nom du conseil municipal, saluer les initiatives citoyennes qui peuvent avoir lieu sur la commune. On n'y est pas associé nécessairement en direct, mais on soutient d'une manière ou d'une autre en mettant à disposition, en autorisant les ventes sur le marché ou en facilitant aussi un certain nombre d'initiatives. Il y a des travaux qui sont faits, des travaux collectifs qui sont faits sur un certain nombre de parcelles d'oliviers et bientôt dans les vignes. On nous a proposé effectivement aussi d'accompagner, pourquoi pas, on avait déjà lancé l'idée de faire une fête de l'olive pour pouvoir faire une collecte collective au mois d'octobre des olives des oliviers de la commune. Là, il y a l'idée, pourquoi pas, de lancer une collecte de raisins et d'entretien des vignes pour essayer de conserver notre patrimoine. Donc toutes les initiatives citoyennes et collectives vont dans le bon sens, ça crée du lien. Il faut qu'on crée du lien dans des moments qui sont difficiles et celles-là, on les soutient pleinement et entièrement. Ok. Donc voilà, je tenais Ouais. à le rappeler parce que c'est important. Ouais. Tu avais le deuxième point aussi, non? Il n'y a pas un deuxième point? Et puis il y a une question sur... Ah oui, la question, vas-y, dis-moi. Il y a une question sur les travaux de la voie 12 qui devaient s'engager au mois de mars. Oui. Quand est-ce qu'ils vont Alors, se réaliser? donc là, ils en sont donc. Moi, je ne suis pas particulièrement donc ces travaux, mais je suis au courant. Donc, c'est vrai qu'ils devaient s'engager au mois de mars. Il y a un petit peu de retard dans les appels d'offres. Donc, s'ils ne sont pas d'aplomb, ces travaux se feront au mois de septembre. Voilà. Mais donc, c'est engagé. On a commencé un petit peu à débroussailler. Je ne sais pas si vous êtes passé. Donc, il y a eu un débroussaillage qui a été fait, de première étape. Donc là, il y a une préétude qui a été faite sur les chauves-souris, d'accord, puisqu'il y avait la nécessité de prendre en compte la population de chauves-souris. Et donc, à ce moment, les services de l'État réfléchissent à savoir si les aménagements qu'on propose sont suffisants. Et donc, la réponse, on l'aura dans quelques semaines. Et si c'est suffisant, les travaux pourront commencer parce qu'il y a quelques espèces de chauves-souris à protéger. En tout cas, à ne pas déranger dans leur fonctionnement, et on peut associer les deux. Voilà, on peut très bien résoudre certaines difficultés pour les chauves-souris tout en faisant du passage de vélo. Voilà, donc ça prend un petit peu de retard. Alors c'est pas ça qui retarde, c'est simplement les appels d'offres. Donc, mais c'est enclenché. De toute façon, ça va se faire. Hein, voilà. Si c'est pas fait avant l'été, ça sera fait avant la fin de l'année, en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Jean-Luc, du coup? D'accord, pas d'autres questions. Oui, effectivement, je rebondis sur ces initiatives citoyennes. C'est vrai que tous les vendredis, il y a un stand donc, de soutien aux commerçants dans lequel, d'ailleurs, il augmente de jour en jour tous les vendredis. Et donc, du coup, vous pouvez aller faire des petites emplettes au stand du vendredi pour soutenir les commerces locaux. Voilà, je vous remercie et je souhaite à tous une excellente soirée. Merci à tous.